Le Togo est éliminé de la course à la CAN 2025. Les éperviers n'iront donc pas au Maroc après une élimination, une défaite subie à Monrovia contre le Libéria 1-0 grâce à un but de Mohamed Sangaré sur penalty à la 83e minute malgré une domination quelque peu légère de l'équipe togolaise. Nous en parlons dans cette émission de cette élimination du Togo dans les qualifications pour la CAN 2025. Et nous parlons également de l'avenir de cette sélection sous le manager Nibambe Daré. Pour évoquer le sujet, j'ai avec moi sur ce plateau mes invités Fidias Alandé, journaliste confrère, un plaisir de t'avoir dans cette émission. Plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs. À côté de toi, Aziz Agoro, consultant, un plaisir de t'avoir, Aziz. Plaisir partagé, Helmut. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Zico, c'est clé. Zico, un plaisir de vous revoir. Bonjour Helmut, bonjour tout le monde. Alors, merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui n'hésitez pas à liker et à partager cette émission sur notre chaîne YouTube autour de vous. Un plaisir d'avoir votre attention. Alors, le Togo n'ira pas à la CAN pour la 4e fois consécutive après avoir raté la CAN 2019, 2021 et puis celle de 2023 disputée plus tôt cette année en Côte d'Ivoire. Parce que l'équipe togolaise a essuyé une dernière défaite avant l'heure, donc l'équipe togolaise est éliminée avant l'heure parce qu'il reste encore une journée avant la fin des éliminatoires. Alors, je voudrais commencer par vous, Fidias Alandé. On va parler de ce match où le Togo avait la possibilité de pouvoir remporter une victoire et accroître encore son espérance, ses espoirs de pouvoir se qualifier. Malheureusement, c'est avec une défaite que le Togo termine ce match face au Libéria. Helmut, c'est devenu aujourd'hui une habitude pour les éperviers du Togo de se faire éliminer précocement des qualifications. Je vous rappelle que la dernière fois que le Togo a été maintenu en vie jusqu'à la dernière journée dans une qualification, ça remonte en 2019 et on s'était fait éliminer à Cotonou. Cette équipe hier, franchement, est venue, je dirais, rentrer dans son match de la meilleure des façons en multipliant des occasions avec un jeu assez simple, tourné vers l'avant. L'objectif était, essayer d'étouffer l'équipe libérienne et marquer le plus rapidement possible. Sauf que il y a eu un manque de réussite et surtout des cadres qui n'ont pas répondu présent. Je parle notamment de Fodo Laba, capitaine du jour, qui est un ancien de cette sélection, qui est l'un des derniers joueurs dans cette équipe-là avec Romao et Djene à avoir disputé la CAN et qui devrait normalement être ce joueur-là, ce buteur-là, ce tueur-là, celui qui devait être le monsieur patron qui devait faire gagner le Togo hier. Il n'a pas répondu présent, les cadres n'ont pas répondu présent. On a vandalisé des occasions en début de match et le coach également, Nibambe Daré, qui a mis en place un système 3-4-3, une première parce qu'avant il jouait en 3-5-2, mais pour cette fois-ci il était obligé de jouer en 3-4-3 parce que faute à des blessures, des joueurs qui, entre parenthèses, moi j'ai envie de dire qui désertent pour des raisons bidons, qui disent que je dois négocier. Oui, quand un joueur dit à son sélectionneur que je suis en manque de temps de jeu avec mon club, je veux continuer pas à travailler avec mon club, je ne joue pas avec la sélection, je ne joue pas en club aussi. Ils sont pas les premiers. Oui, mais ce n'est pas, le moment est très mal choisi, Helmut. Le moment est très mal choisi. On parle quand même d'une nation qui n'a pu disputer la CAN depuis 2017. Est-ce que vous vous en rendez compte? La majorité de ces joueurs-là, si réel est, je ne vais pas spéculer sur l'âge des joueurs, mais si réel est leur âge, peut-être qu'ils étaient des gamins lorsque le Togo jouait sa dernière Coupe d'Afrique en 2017. Du coup, pourquoi pour un match aussi décisif, on ne peut pas mettre en priorité la sélection? Pourquoi pour un match aussi décisif, un joueur cadre de la sélection comme par exemple Kevin Denke qui arrive à la dernière minute en rassemblement, comme quoi il est en train de négocier son contrat, il est parti aux États-Unis, des histoires, alors que c'est lui notre meilleur joueur sur le plan international, c'est lui le meilleur buteur du championnat belge sous les Deben et tout. Un si grand joueur, les grands joueurs sont faits pour ces genres de moments. C'est en ce moment vraiment qu'on a vraiment besoin de lui. Il n'est pas là, il rentre, je pense, à la 80e minute et les carottes étaient déjà cuites. La défense abandonnée à elle-même. Il n'y a pas de leader. Jacques Alassis Romao qui essaie quand bien que lui de montrer son expérience, d'accompagner ses jeunes frères, mais ça ne m'a toujours pas. Et encore, et vous savez, il y a Albert Einstein qui a une citation que moi j'aime beaucoup. Il dit la plus grande folie, c'est de faire les mêmes choses et tout en espérant un résultat différent. On a toujours fait les mêmes choses et on a toujours les mêmes résultats. Voilà. Il n'y a pas que Fodo là-bas, Kevin Denke qui soit arrivé en retard. Je pense qu'il y a également
le capitaine, Jenny Dakonam également, qui est arrivé en retard et qui a été sur le banc aussi, je pense. Oui, des instituts comme quoi, peut-être qu'il serait blessé et tout. Bon, parce que jusqu'à ce qu'il ne remplace Kevin Boma, moi je pensais qu'il n'allait pas jouer, franchement. Mais quand vous sillonnez un peu le paysage médiatique togolais, beaucoup de sources l'envoyaient même pas, ne le voyaient même pas venir jouer, alors que c'est l'un des matchs les plus importants. Vous voyez pourquoi je dis que je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé hier. Moi, franchement, j'ai l'impression que les enfants, les joueurs eux-mêmes, ils ne prennent pas la mesure, l'importance. C'est comme si nos joueurs se sont dit, bon, on est éliminé. C'est comme si ils ont gardé des séquelles de ce qui s'est passé il y a de cela un an en arrière, quand ils sont partis en Afrique du Sud de battre les Swatini 2-0, et au même moment ils ont appris que de l'autre côté le Burkina s'est fait battre par le Cap-Vert, ils étaient éliminés. Mais vous devez gagner ce match, vous êtes dans l'obligation de gagner et espérer, et surtout que le match ne se joue pas simultanément, c'est aujourd'hui. Gagner hier aurait mis beaucoup de pression à la Guinée équatoriale, qui pourrait peut-être perdre le match d'aujourd'hui, et là on vandalise. Voilà, moi j'ai envie de le dire, et je vais le dire, c'est du sabotage, franchement. Alors, donc là vous culpabilisez l'équipe. J'accuse directement les joueurs, parce qu'on ne peut pas préparer un match, ceux qui étaient présents, mais également ceux qui étaient on ne peut pas préparer un match aussi important d'une manière aussi catastrophique, ce n'est pas possible. Alors Zico, j'en viens à vous. Quelle analyse vous faites de cette rencontre, de ce match, de cette défaite du Togo? Helmut, qu'est-ce que je vais dire? J'ai déjà dit lors de la précédente émission ici sur ce plateau que quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter que le maïs. Et tout d'abord, cette défaite, moi, à mon avis, elle est à mettre sur la tête de l'État. C'est parce que c'est eux les premiers responsables. Non, on ne dira pas le contraire. Non, les premiers responsables de ce débat, de cette hémorragie-là depuis 2017 où le Togo ne participe pas à une Coupe d'Afrique, politiquement, ils ne font rien aussi pour sauver cette hémorragie. Moi, à mon avis, je pense que ils sont les premiers responsables de cet échec. Maintenant, après, je pense que... tactiquement, j'ai comme l'impression que ceux qui décident du devenir de ce football, bon, ils sont là, disent bon, ok, vous allez vous parler, vous allez le chien à boire, la caverne passe, eux, ils sont là, faire que ce qu'ils veulent. Alors, je suis très intéressé par ce que tu me dis là, mais je voudrais bien que tu commences d'abord par le jeu. Et après, maintenant, on pourrait quitter le terrain. Écoutez, quand vous voulez parler du jeu, Fidias a pratiquement tout dit par rapport à ce que mes frères ont eu à produire sur le terrain. Et ça n'a pas de nom. Pour des professionnels qu'ils sont, ça n'a pas de nom. Je vais l'accompagner en disant il y a du sabotage. Il y a du sabotage au niveau des joueurs. Aucune envie, zéro détermination. Moi, j'ai été footballeur. Quand on nous dit gagner ce match et espérer aller à une Coupe d'Afrique, pour vous, pour votre carrière, et que s'il y a une faute, on doit amorcer un contre-attaque, c'est un entraîneur qui doit être au banc pour nous crier dessus avant, professionnels que nous sommes, avant de bouger les queues, pour pouvoir vite tirer les coups de pied arrêtés. Là, je dis, je suis fidèle, je dis, il y a du sabotage. Il faut demander des comptes à ces joueurs-là qui ont désobéi ce drapeau. Ils ont trahi la nation. Ils ont trahi la nation. Et ça, faudrait pas que les gens ferment leur bouche là-dessus. C'est d'abord l'argent du pauvre contribuable qu'on prenne pour la donner. L'argent que l'État débloque pour organiser un match de football de cette équipe nationale est énorme. Si aujourd'hui on convoque ces joueurs pour qu'ils défendent la nation, il faut qu'ils viennent faire ne serait que ce qu'il faut. Mais il y a pas, ce qu'on a vu hier, c'est même nous réunis ici, on nous additionne pour jouer ce genre de match. Non, Helmut, je dis ça parce que je suis désolé. C'est de l'ironie, c'est de l'ironie. Oui, aujourd'hui, je suis désolé de vouloir s'attaquer à mes jeunes frères, mais c'est visible, tout le monde l'a vu. Il y a eu du sabotage. Ce n'est pas bien pour eux, pour leur carrière. Mais il faut qu'ils nous expliquent le pourquoi ils se sont si mal comportés. Ils se sont si mal comportés sur le terrain. J'ai envie de vous relancer en vous demandant sabotage de qui, du sélectionneur ou du match? Mais tout à l'heure, c'est quoi le résultat attendu en sabotant ce match, par exemple, si cela devrait être le cas? Ça, je pense que les joueurs sont bien placés pour te répondre à cette question. Mais si tu veux parler du sélectionneur, non, attends. Tout à l'heure, Fidias disait que en début de match, en 15 minutes, on a eu 4 occasions nettes. Un sélectionneur ne viendra pas mettre le ballon. Qui va mettre le ballon au fond des filets. Quand on passe de 3-5-2 à 1 3-4-3.
pour pouvoir avoir des occasions et marquer des buts. Et on a failli payer cher parce que derrière, on a laissé du boulevard que le Libéria a failli exploiter. Oui, parce qu'il y avait un joueur, un 6 libérien qui était toujours libre, et quand il prend le ballon, ça faisait toujours en transition. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on parle de sabotage, le sabotage, ce n'est pas forcément aller prendre de l'argent ou bien non, quelque part pour pouvoir. Non, le sabotage, c'est dans les attitudes des joueurs. Les attitudes de mes frères sur le terrain montrent combien de fois ils ne sont pas dignes de représenter. Ils ne sont pas impliqués. Ce pays, ils ne sont pas impliqués. Et peut-être, je ne sais pas, ils veulent la peau de leur sélectionneur, on ne sait pas. Mais ils nous doivent des explications normalement. Alors, Aziz, j'en viens à vous finalement. Hein. Quelle analyse vous faites de ce match? Je reprends ce que vous aviez dit. Le Togo, après cette défaite 1-0, est officiellement out pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. Maintenant, pour revenir sur le contenu du match, comme l'a dit mes deux autres confrères, on n'a pas senti une équipe déterminée, on n'a pas senti de l'envie de ces joueurs-là d'aller chercher une victoire à l'extérieur, synonyme d'une petite lueur d'espoir en attendant le match d'aujourd'hui entre la Guinée équatoriale et l'Algérie. Vous savez, après le match d'hier, j'ai fait un petit exercice en allant revisualiser le match du 8 octobre 2005 entre le Congo et le Togo. Et ce match-là comptait pour la dernière journée des éliminatoires couplés CAN et Mondial 2006. On se retrouvait hier dans la même situation. Et vous savez, dans ce match-là, le Togo a été mené 2 fois de suite, mais on a fini par gagner ce match 3-2. Et il fallait voir le comportement des joueurs sur le terrain, même de ceux qui sont sur le banc. On a senti vraiment un groupe qui est allé en combattant, en conquérant, pour aller chercher ces 3 points-là, en attendant le résultat du Sénégal de l'autre côté. Mais hier, je n'ai rien vu. Je n'ai absolument rien vu. Moi, je ne veux même pas parler des occasions qu'on a vendangées et l'état d'esprit dans lequel on a commencé ce match. Non. C'est vrai, mes camarades parlent de sabotage, mais je me pose la question de savoir si réellement le message de l'entraîneur depuis 5 matchs, pourquoi est-ce que ça n'est pas passé? En gros, vous interrogez encore toujours sur la tactique. C'est-à-dire que la tactique, bon, après, on a. Je veux dire simplement que, au-delà du fait qu'on peut parler de sabotage, on peut parler également du discours de l'entraîneur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas passé? Au cours de 5 matchs, une seule fois le discours n'est pas passé. Et au cours de 5 matchs, personne n'a jamais compris son discours. Que ce soit les joueurs, que ce soit la presse ou que ce soit le public sportif, personne n'a compris le discours de Nibombe Daré. Et ajouté à ça, on pourra également parler, comme Fidias et Zico l'ont dit, on pourra également parler de sabotage. Mais si vraiment il y a sabotage, c'est que ces joueurs-là ne savent pas là où ils sont en train d'aller. C'est eux qui ont choisi le football comme métier. Et jouer une Coupe d'Afrique, la meilleure compétition sur le continent africain, vous n'allez pas vous comporter de la sorte quand on vous dit que vous êtes peut-être à 2 victoires d'une qualification. Surtout que vous savez très bien la situation dans laquelle se trouve votre pays. Ça fait la 4e CAN qu'on va rater. Alors, il y a vraiment péril en la demeure. Hein. Une élimination logique. Logique. Je reprends les propos de Zico. On ne sème pas le maïs et espérer récolter les ignames. On a semé quoi? On a semé de la pagaille. Oui. On a récolté de l'élimination pure et simple. C'est ce qu'on méritait. Et rappelez-vous très bien, je vous l'ai dit dans cette émission, le Togo ne passera pas. Le football est devenu une science. Le hasard n'existe plus. Les calculatrices, on n'en fait plus usage dans le football. Il faut travailler, il faut mettre les moyens et vous récolterez quelque chose à la fin. Même si vous ne récoltez pas quelque chose, vous serez content de la prestation de votre équipe. Alors, c'était la première fois que le Libéria battait le Togo dans son histoire. Dans son histoire. En 6 confrontations. Alors, en 6 confrontations. Et vous voyez une victoire, puisque les statistiques étaient en faveur des éperviers. Mais est-ce que Fidias, le Togo avait les joueurs qu'il fallait dans ce groupe où il y a l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Libéria,
de pouvoir se qualifier. Est-ce que le Togo avait l'effectif? Laissons l'entraîneur. Non, attends, tu m'aurais posé cette question il y a peut-être de cela 1 ou 2 mois. Je t'aurais dit oui, parce qu'individuellement, je vois des joueurs qui sont meilleurs que les joueurs libériens. Mais si des joueurs qui sont bons individuellement ont décidé volontairement de diminuer eux-mêmes leur niveau, qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux pas porter les godasses pour aller sur la pelouse, pour aller leur dire, allez jouer. C'est eux qui l'ont choisi comme métier. Vous savez, j'ai comme l'impression que nous avons la mémoire très courte dans ce pays. Souvenez-vous, lors de la dernière journée des qualifications pour la CAN 2017, Togo Djibouti. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Le Togo devait gagner face au Djibouti avec au moins 4 buts d'écart pour espérer finir parmi les 2 meilleurs deuxièmes. Imaginez-vous que le Togo gagnait. En ce moment, le Togo n'avait pas son destin entre ses mains. Il fallait que le Mali batte le Bénin. Il fallait que de l'autre côté, le Cap-Vert batte le Maroc. Un exploit. Les éperviers dans ce match-là, ils ont joué correctement. Ils ont d'abord fait preuve de patriotisme. Déjà à la 30e minute, un Bossou Vincent qui sautait, qui mettait un but. C'est vrai, il y avait les leaders à l'époque et tout. Les leaders ont mobilisé les joueurs. Et de l'autre côté, je ne vais pas parler de chance, je vais parler de réussite, puisque dans le football on parle de réussite. Pas réussite. De l'autre côté, le Bénin qui menait face au Mali s'est fait battre 5 buts à 2. Le Cap-Vert est parti battre le Maroc. Un exploit. Oui. Imaginez, le Togo s'est qualifié. Cette situation est bien plus compliquée que ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, notre suivi ne dépendait que d'un seul match qui devait se jouer aujourd'hui. Entre la Guinée équatoriale et l'Algérie qui fait un sans faute, qui n'a encaissé, je crois qu'un seul but, et ce seul but-là, c'est même le Togo qui leur a marqué. Non, je pense, oui, un seul but jusqu'à présent. Imaginez, cette situation est bien plus facile à disputer pour les joueurs parce que d'abord ils ne jouent pas en pensant à ce qui se passe de l'autre côté. Les joueurs en 2017 eux jouaient en même temps avec le téléphone. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Hier n'avait même pas besoin de téléphone, il fallait juste gagner et puis croiser les bras, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Helmut, je viens rapidement rebondir 3 secondes sur ce que Aziz a dit. C'est vrai, je pense que le discours de Nibombé Daré ne passe pas dans cette vidéo. Je sais qu'on va en parler sûrement et il est grand temps que le sélectionneur nous donne des explications sur ce qui se passe réellement dans son groupe. Alors, je parie qu'il va pas répondre à cette question s'il était en face de vous, parce que, comme il le dit souvent, vous n'allez pas comprendre. Alors, on va faire la pause, on revient juste après le journal pour parler de l'avenir de cette sélection des éperviers du Togo sous Nibombé Daré, et parler également de ce que l'avenir ou l'horizon pourrait réserver aussi à Nibombé Daré.